Bienvenue dans ce live. D'abord, je veux m'excuser à cause de problèmes techniques. On a eu un peu de retard, donc je m'excuse. On est maintenant à live. Bienvenue à votre premier jeudi rendez-vous de l'entrepreneur. Donc, comme je l'ai annoncé dans le sujet, aujourd'hui, je vais vous dévoiler tous les secrets cachés des investisseurs, des millionnaires en immobilier. Je vais vous les dévoiler aujourd'hui pour que vous aussi, vous soyez en mesure de les utiliser pour bâtir votre empire immobilier. Je vais commencer par le premier point que je trouve vital, important. C'est le mindset. Comment ils pensent les investisseurs immobiliers? Comment ils pensent ces milliardaires? Pourquoi ils réussissent? Donc aujourd'hui, il est question de vous dévoiler un peu leurs secrets. Donc le premier point le plus important, c'est que les investisseurs à succès ne s'arrêtent jamais devant un obstacle. Ils ne s'arrêtent jamais devant un défi. Ils voient chaque défi comme étant une opportunité. Ils voient chaque défi comme une occasion d'apprendre pour avancer. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai commencé tout au début, j'avoue, j'étais très hésitant et même sceptique. Je vais être très honnête envers vous. Mais à un moment donné, je me suis dit non, je ne peux pas aller loin avec ça. Et quand j'ai commencé par côtoyer des milieux d'investisseurs, j'ai commencé à comprendre leur mindset. Et j'ai décidé aussi de changer mon mindset et je vous jure, ça a fait toute la différence. La détermination. C'est très important de s'assurer qu'on ne s'arrête pas au premier défi. Chaque défi nous amène à aller encore plus loin. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc la détermination, la persévérance et avancer, peu importe le défi. La deuxième clé que les investisseurs qui sont millionnaires en immobilier utilisent, c'est peut-être contre-intuitif, c'est des gens qui aiment la dette. Oui, je le dis bien, des gens qui aiment s'endetter, mais s'endetter de la bonne façon. C'est peut-être encore une fois contre-intuitif pour vous parce que la majorité des gens, le commun des mortels, veulent vite se débarrasser des dettes. Oh, je ne veux plus de dettes. Mais les millionnaires immobiliers, eux, ils font leur argent à partir de l'argent des autres. Et je vais vous expliquer ici avec des détails. Donc, quand on parle de dette ici, on parle de quoi dans le concret? On parle d'utiliser l'argent des prêts bancaires, par exemple, des financements hypothécaires. Donc, disons par exemple, quelqu'un a un petit capital qu'il veut investir dans un bien qui coûte par exemple 500 000 $. Et la personne a peut-être 100 000 dans ses poches. Il peut aller acheter ce bien-là qui vaut 500 000, même s'il n'a que 100 000 $. Donc, il va aller s'endetter en sachant que les revenus locatifs qu'il va recevoir pour ces biens immobiliers vont non seulement rembourser le prêt hypothécaire, payer les autres charges, mais vont lui apporter un revenu, sans compter le fait que ce bien immobilier va prendre de la valeur avec le temps. Donc voilà une façon intelligente que les investisseurs à succès utilisent la dette. Autre façon d'utiliser également la dette, les marges de crédit. Je vais vous donner mon exemple. Moi, les marges de crédit, je les aime, je les adore. C'est ça qui m'a aidé à bâtir mon parc immobilier. Parce que parfois, quand tu trouves une bonne opportunité, un bon deal, et que tu dois attendre des semaines, voire des mois pour que ton institution financière traite ton dossier et te finance, parfois on est dans un marché où le deal te passe à travers les mains. Quelqu'un d'autre l'a saisi parce que cette personne a de l'argent pour pouvoir l'acheter. Donc la marge de crédit que nous avons, c'est aussi l'argent des autres, c'est une dette. Donc moi, j'ai fait un achat. À un moment donné, il y a un investisseur qui m'a approché, un vendeur d'immeubles, parce qu'il a voulu vendre son immeuble à une autre personne. 4 mois plus tard, cette personne revient
parce que ces institutions financières n'ont pas pu financer son bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce vendeur échaudé m'a contacté parce qu'il me connaissait par réputation et m'a proposé d'acheter son bien. Et moi, je lui ai dit, je vais acheter ton bien et je vais l'acheter cash. Mais au moment où je disais ça, c'est pas que j'ai cet argent dans un compte en épargne, je vous le mentirais. Mais je comptais sur mes marges de crédit. J'avais assez d'argent dans ma marge de crédit pour pouvoir sortir et aller payer cet immeuble-là. Ça a rassuré ce vendeur qui est déjà échaudé. Donc, même devant les multitudes d'offres qu'il avait en main, qui lui faisaient même du surenchère, qui donnait plus qu'il ne demandait, moi, je viens et je dis, je suis équipé, je veux acheter ton bien en l'achetant cash, pardon. Et donc, il était plus intéressé par mon offre. Et moi, j'ai utilisé ce pouvoir-là pour aller négocier maintenant le prix. Au moment où les gens lui offraient plus pour avoir, moi, j'ai pu aller baisser le prix de cet immeuble-là, croyez-le, de plus de 200 000. Il s'agissait d'un immeuble de 12 appartements. Donc, c'est comme ça que j'ai été acheter cet immeuble-là à un très, très bon prix en utilisant ma marge de crédit. Donc, je n'ai pas sorti un seul sou de mes propres poches. Aujourd'hui, cet immeuble-là paye non seulement la marge de crédit que j'ai utilisée, paye également l'hypothèque parce que présentement, j'ai été maintenant voir une banque pour le financer. Et croyez-moi, j'ai été chercher plus d'argent que je n'ai sorti de ma marge de crédit et plus, parce que n'oubliez pas, je l'ai acheté avec un bon montant de moins que le prix du marché, presque 200 000 de moins que le prix du marché. Ça a pris également de la valeur. Donc, j'ai été chercher maintenant du financement auprès des banques. J'ai remboursé complètement la marge de crédit que j'ai mis là-dedans et j'ai pu avoir encore un peu de liquidité qui m'a servi de levier pour un autre. Donc, vous voyez comment la dette peut aider à aller bâtir graduellement son empire immobilier. Et je vous le dis, moi, depuis mon premier investissement où j'ai sorti un peu d'argent de mes poches, je n'ai plus jamais, et je le dis et je le répète, sorti de l'argent de mes propres poches. C'est l'argent de la dette que j'utilise intelligemment. C'est ça qui m'a aidé à bâtir aujourd'hui mon empire immobilier. Donc, vous voyez le mindset. Ne pas vouloir utiliser la dette, on ne pourrait jamais devenir millionnaire en immobilier. Parce que la dette nous aide. Plus on prend de la bonne dette, plus les rendements sont élevés. Et je tiens à mentionner ici, je ne parle pas des mauvaises dettes, c'est-à-dire les dettes sur des cartes de crédit pour des biens de consommation, des crédits sur des cartes de crédit avec des taux élevés pour des biens de consommation. Ça, c'est des mauvaises dettes et ce n'est pas de ça que je parle ici. Je parle d'utiliser la dette pour acheter une propriété à revenu. Donc, ça, c'est un secret bien gardé aussi des millionnaires en immobilier. Donc, l'utilisation de la dette. Très important. L'autre chose qu'il faut aussi garder en tête, les investisseurs à succès utilisent comme un cocktail de stratégies. Ce n'est pas juste une seule stratégie, puis non. Le mindset, je l'ai mentionné, c'est plus de 80% de la stratégie, mais il y a d'autres choses également qu'il faut combiner. Je vois, allô Jacqueline, allô, oh my God, je vois Matt Karine, ma coach est en ligne. Wow, merci. Ça m'amène d'ailleurs à la deuxième clé. Merci. Bonjour Marlène, bonjour Edith, bonjour Diane. Merci à vous qui êtes connectés aujourd'hui pour m'écouter. Merci. Bonjour. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres personnes de connectées. Je vous dis tous bonjour. Donc, juste pour continuer, donc je mentionnais qu'il y avait un cocktail de stratégies qu'il faut mettre en place pour bâtir un empire immobilier. Donc, la première clé, j'ai mentionné, et qui est virale. On ne peut pas avancer à bâtir un empire sans cette clé, c'est le mindset. Donc, pensez comment les millionnaires réfléchissent. Et j'ai donné quelques exemples au début. Donc, ne pas s'arrêter aux obstacles,
Ne pas s'arrêter au défi et voir la dette autrement. Autre stratégie maintenant dont je vais vous parler. L'éducation financière. Très important. Il ne faut jamais se lancer dans l'aventure immobilière sans être formé et formé comme il faut. Je l'ai mentionné quand moi j'ai commencé au départ, j'avais un mentor. J'ai été le rencontrer, je lui ai posé des questions. Et il m'a même expliqué les erreurs que lui qu'il a commises pour que je ne fasse pas les mêmes erreurs. Je lisais beaucoup, les podcasts, des livres. Je participais à des conférences, des séminaires, des webinaires. Et je continue de le faire encore aujourd'hui. 30 ans plus tard, je continue de le faire encore aujourd'hui. Et je viens même de le mentionner. Tout un privilège pour moi d'ailleurs d'avoir dans ce live ma mentor, Matt Karine. Merci d'être là. Donc, j'apprends encore. J'ai encore des mentors. C'est très important. Pourquoi c'est important, particulièrement dans le domaine immobilier? Mais parce que c'est un domaine qui évolue. Ce n'est pas un domaine qui est stable, statique. Ça évolue, les règles changent, les choses changent. Donc, il faut être aux affûts. Sinon, on se laisse ramasser par la concurrence et on reste en arrière. Donc, il faut s'informer. Les réglementations aussi changent. Très important. Puis, je vais faire une petite parenthèse ici pour faire une petite anecdote que vous m'avez peut-être déjà entendu dire une fois. J'ai fait un grand investissement à un moment donné, pensant que je venais de faire l'affaire du siècle, mes amis. Mais non, j'ai fait une grosse erreur. Qu'est-ce qui est arrivé? Je voulais moi aussi profiter des revenus locatifs à court terme, qu'on voit communément sur les plateformes, pour ne pas le nommer, Airbnb. Et j'ai trouvé vraiment un bijou dans une région très touristique. Je l'ai acheté, puis je me voyais faire beaucoup d'argent avec. Mais je n'ai pas fait mes bonnes recherches. Je n'ai pas fait mon bon devoir à l'époque parce que, après l'avoir acheté, je me suis rendu compte que la réglementation dans la municipalité où je l'ai acheté avait changé et qu'on ne pouvait plus faire de location à court terme. Donc, cette erreur-là, oui, ça m'a coûté cher, mais j'ai beaucoup appris de cette erreur. Pour tous mes autres investissements, par les formations que j'ai reçues aujourd'hui, je sais exactement les bonnes recherches à faire. Donc, très important, la formation et la recherche. Donc, deuxième stratégie qu'il faut mettre en branle. Au niveau de la recherche, je voudrais peut-être préciser, il faut faire une recherche très approfondie. Ne vous fiez pas à ce que d'autres personnes vous disent. Faites vos propres recherches parce que vous connaissez vos critères. Vous savez qu'est-ce que vous recherchez. Donc, tenez compte de l'emplacement. N'allez jamais acheter un bien immobilier en vous basant seulement sur le prix. L'emplacement souvent est clé. Un bien qui est acheté, par exemple, je ne sais pas moi, dans un nowhere, ça peut avoir un prix très attrayant, mais est-ce que les revenus locatifs sont conséquents? Généralement, non. Est-ce que le taux d'inoccupation est très élevé? Généralement, oui. Donc, en bout de ligne, ce n'est pas si rentable que vous le pensez. Par contre, si vous achetez un bien immobilier en plein cœur d'un centre-ville, c'est peut-être un peu plus cher ce bien, mais les revenus sont beaucoup plus élevés et donc le rendement est meilleur et généralement le taux d'inoccupation est presque nul, c'est-à-dire c'est toujours loué à 100% de sa capacité. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Donc, c'est ce que j'appelle recherche. Et il y a des outils aujourd'hui pour faire des recherches approfondies qui existent. Donc, vous pouvez faire des recherches de façon numérique pour quand vous avez un bien à acheter. Très important. Donc, éducation, recherche. Une autre clé. Peu importe que vous soyez débutant ou expérimenté, très important, ne négligez pas cet aspect. Autre clé. Le réseautage, communément aussi appelé le networking, mais ici, moi, je vous parlerai de réseautage stratégique. Il ne faut pas réseauter pour réseauter. J'aime souvent utiliser l'expression « les oiseaux de même plumage volent ensemble ». Réseauter, côtoyer des personnes qui sont vos devanciers, qui ont réussi, des investisseurs à succès.
très important. Moi, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que le réseautage m'a apporté? Je vous partage aujourd'hui un petit secret personnel. La plupart des récents immeubles que j'ai achetés, moi, je les achète pas en passant sur des sites de vente d'immeubles. C'est des investisseurs, d'autres investisseurs qui, pour des raisons quelconques, décident de vouloir vendre leurs immeubles et qui me contactent pour me les proposer. Et souvent, je vais aller chercher de très, très, très bons investissements en faisant ça. Donc, si je ne faisais pas ces réseautages-là, ces gens ne m'auraient jamais connu et je ne les aurais jamais connus non plus. Donc, le réseautage stratégique, c'est de ça que je parle. Les réseautages où on peut aller chercher des opportunités. En faisant du réseautage également, on peut aller dénicher de bons partenaires avec qui on peut faire des affaires. Je vais vous donner encore un autre exemple. Moi, en faisant du réseautage, par exemple, en participant à des rencontres d'investisseurs, j'ai pu dénicher quelqu'un qui m'a donné son secret de comment il gérait ses immeubles. Donc, il m'a partagé même certains outils que je n'utilisais pas. Je vous dis, j'utilise ces outils présentement et ça m'aide beaucoup, beaucoup parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Et comme vous le savez, comme disent nos amis anglophones, time is money. Quand tu as du temps, c'est comme si tu as gagné en argent. Donc, en sauvant du temps dans la gestion, ça me donne du temps également pour faire autre chose. Donc, voilà quelques exemples de réseautage stratégique. Chez les investisseurs, on dit souvent, il n'y a pas vraiment d'amis, il n'y a que des intérêts. Je vous le dis, et c'est tout à fait vrai. Donc, réseautage stratégique. Autre clé, c'est de commencer petit. Souvent, quand on veut se lancer en investissement immobilier, on regarde les autres, on se dit, oh, Regina a un parc immobilier de plusieurs immeubles, je veux en avoir autant tout de suite du jour au lendemain. Erreur, erreur, erreur. Regina n'a pas commencé avec un parc immobilier du jour au lendemain. Elle a commencé petit à petit avant d'avoir ce qu'elle a et c'est ce que fait la majorité des investisseurs assisteurs en immobilier. Donc, je vous recommande de commencer petit. Et pourquoi commencer petit? Bien, parce qu'en commençant petit, vous avez la possibilité d'apprendre graduellement, surtout si vous êtes débutant. D'apprendre graduellement, de bâtir votre réputation et surtout de bâtir votre crédibilité auprès des institutions financières. Quand une institution financière voit que vous venez de commencer, vous commencez gros comme ça, bien ça leur fait peur. Parce que les institutions financières font d'abord l'analyse du risque. Donc, commencez petit à petit, ça va mieux vous aider. Et c'est d'ailleurs la majorité des investisseurs qui ont commencé et qui ont aujourd'hui des gros parcs immobiliers ont commencé tout à petit, petit à petit. Je me souviens, mon mentor que j'ai eu me disait qu'il avait commencé avec un tout petit appartement qu'il louait, qu'il divisait en chambres et qu'il louait. C'est comme ça qu'il a commencé. C'est un investisseur très connu dans la région où j'habite qui a quasiment construit la région. Partout, les centres commerciaux, les immeubles, il en a tellement, mais il a commencé tout petit. Donc, si vous êtes intéressé par cette belle aventure, je vous encourage aussi à commencer petit et vous allez voir, ça grandit assez rapidement. Ça prend une discipline. Autre clé dont je vais vous parler aussi, c'est le financement créatif. Le financement créatif aussi est une autre clé. Souvent, on a tendance à se fier, j'ai déjà mon institution financière, j'ai mon compte. C'est comme si on était, je ne sais pas moi, marié à notre institution financière. Erreur, erreur, erreur à ne pas faire. Moi, je dis toujours, quand ça vient le temps de financement, prenez le temps d'aller magasiner, d'aller voir même des courtiers hypothécaires. Les courtiers hypothécaires ne sont pas affiliés à une seule institution financière. Ils peuvent aller voir dans différentes institutions financières et vous amener le meilleur. Et surtout, ne vous fiez pas seulement au taux d'intérêt. Parce qu'en investissement immobilier, je ne vous cache pas, moi, le taux ne me dit rien. Je ne magasine pas pour le taux le plus bas. Et la majorité des millionnaires en investissement immobilier vont faire la même chose. Et pourquoi ils font ça? Parce que, les taux d'intérêt apportent des avantages fiscaux, sont déductibles d'impôts, et de deux,
Certaines institutions financières peuvent vous offrir un taux un peu plus élevé, mais vous donnent de l'argent en retour sur votre prêt. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, moi, je ne me gêne pas pour utiliser ça. Donc, je vais aller chercher une hypothèque, peut-être à un taux légèrement plus élevé, mais j'ai un retour en argent qui me permet déjà d'être un levier pour mon prochain achat. Donc, ne regardez pas seulement le taux. Donc, le financement créatif. Les prêteurs privés, j'en ai parlé. Mais il y a encore autre chose. Ce qu'on appelle généralement, par exemple, les love money. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? C'est des proches parents, des amis, des gens qui sont prêts à vous emprunter de l'argent. Et généralement, ils ne chargent même pas de taux d'intérêt. Des fois, même, c'est des gens qui vous le donnent. Et vous prenez cet argent-là comme un capital pour commencer votre bien immobilier. C'est important à ne pas sous-estimer. Bientôt, la période du temps des fêtes, les gens commencent déjà par acheter toutes sortes de gadgets. Mais dites à vos proches parents, au lieu de vous offrir un iPhone 16 qui coûte combien, cet argent peut déjà entrer dans votre tirelire de Love Money et pourra vous offrir un jour un cadeau que vous allez déballer pendant longtemps. Donc, si vous aspirez vous aussi à rentrer dans l'investissement immobilier, parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vos proches. C'est très important pour qu'ils sachent qu'est-ce que vous voulez faire et ils vont pouvoir peut-être aussi vous aider. Il y a plein d'autres stratégies créatives pour les financements. Je ne vais pas aller dans les détails de ce live ici et puis vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas sûr dans un live qu'on dit tout non plus. Donc, il y a beaucoup de façons de le faire. Autre stratégie, il faut savoir bien évaluer le bien qu'on veut acheter. Il y a une expression que j'ai inventée, que peut-être vous avez déjà entendue dans une de mes vidéos, que j'aime bien dire, mieux vaut acheter une tôle rentable qu'un château non rentable. Oui, parce que quand on est investisseur, on est en affaires, il ne faut pas se cacher la face ici. On est d'abord là pour se faire de l'argent. En tout cas, moi, je suis en affaires pour faire de l'argent, pas pour être un organisme de charité. Donc, quand il vient le temps de choisir un bien, il faut savoir bien évaluer ce bien. Donc, vous allez voir des gens qui ont bâti un parc immobilier, qui ont été chercher leur indépendance financière grâce à l'immobilier. Ils investissent de façon stratégique. Ils évaluent très, très bien le bien dans lequel ils achètent. Donc, ils ne vont pas juste dire c'est beau, c'est si. Non, est-ce que c'est rentable? Je vous donne un exemple d'un immeuble de 6 logis que j'ai acheté. Littéralement, quand je voyais de l'extérieur, je me suis dit, oh my God, on dirait les conteneurs là, tout en métal, c'était pas beau. Mais c'est mon immeuble le plus rentable pendant des années avant que j'en achète d'autres après. C'était l'immeuble le plus rentable. Et dès que j'ai vu son potentiel, j'ai vu que ça répondait à une certaine catégorie, je l'ai acheté. Je n'ai pas cherché à dire, oh, c'est beau, non, ça répondait à un besoin. Et pendant plusieurs années, ça a été mon immeuble le plus rentable. Donc, évaluation du bien, c'est clé. Et gardez ça en tête, mieux vaut avoir une tôle rentable qu'un château non rentable. Ça m'amène à une autre clé que je voulais partager aussi avec vous aujourd'hui, la gestion efficace. Comme dans n'importe quelle entreprise, la rigueur est de mise. Il faut avoir une certaine rigueur. Moi, quand je gère mes biens immobiliers, j'ai des comptes complètement séparés. Même mes courriels, tout est séparé. J'ai mis un mur assez clair entre ce que je gagne dans mes entreprises et mes biens personnels. Pourquoi? Parce que on a souvent tendance à tout mélanger et à un moment donné, ça ne marche pas. Et je vois ma coach Matt-Karine qui dit, OK, c'est très, très pertinent. Merci, ma coach. Donc, c'est important de ne jamais négliger cette rigueur-là. Les millionnaires aujourd'hui, là, ils ont une rigueur et c'est cette même rigueur que moi, j'applique non seulement pour moi-même et c'est ce que je conseille également à mes clients. Il faut aussi savoir dans cette rigueur-là, dans cette gestion efficace,
choisir les bons locataires. Pour ma part, je préfère parfois avoir un appartement vide que d'y mettre n'importe qui. Très important. Parce que le temps que je vais me mettre à courir derrière le tribunal administratif de logement ou courir après un locataire qui va peut-être mettre mon appartement, ça me coûte plus cher que de laisser l'appartement vide. Donc, le choix de mes locataires est tellement strict avec une rigueur irréprochable. Je vais vous dire un petit secret. En 30 années en gestion immobilière, je peux compter du bout des doigts combien de fois j'ai mis pied au tribunal administratif de logement. Parce que je prépare, je préviens, je choisis, je prends le temps de bien choisir. Autre chose qui est très importante, c'est de prendre soin du bien immobilier. Il ne s'agit pas de l'acheter et de le laisser comme ça. Il faut prendre soin de ce bien. Il ne faut pas non plus attendre que quelque chose brise pour la réparer. Il faut prendre soin et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir garder de bons locataires parce que les locataires voient comment vous prenez soin de votre bien. Eux aussi vont bien prendre soin de ça et le bien va pouvoir durer. Donc, encore une fois, gestion efficace. Très important. Autre clé, la diversification. Vous connaissez peut-être mieux que moi l'expression « il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans un même panier ». C'est aussi vrai en immobilier. Donc, qu'est-ce que moi je fais pour diversifier? J'investis dans le résidentiel, j'investis dans le commercial. Et quand on dit commercial, pensez pas toujours à des grosses choses. Par exemple, des entrepôts, des immeubles à revenus sont considérés comme le commercial. Quand on dit résidentiel, c'est des immeubles à appartements qu'on loue à des particuliers. On peut aussi même investir dans le domaine industriel, par exemple. Donc, il faut savoir diversifier. Ça, c'est en termes des immeubles. À l'intérieur même de ça, il y a aussi haute diversification. On peut louer à long terme, on peut louer à court terme et on peut faire, par exemple, comme genre de Airbnb également. Donc, vous voyez quand je parle de diversification. Maintenant, pourquoi c'est si important de diversifier? C'est important de diversifier parce que si ça va mal dans une de tes propriétés, ben, l'autre va bien, le risque devient mitigé. Tu n'as pas trop à te stresser. Donc, c'est un petit peu ce que moi je fais. Donc, je diversifie et ça m'aide beaucoup dans ma gestion. Donc, la diversification aide à réduire le risque parce qu'il n'y a aucune business, il n'y a rien sur cette terre où il y a zéro risque. Je vous mentirais. Il y a un risque, c'est savoir gérer ce risque et savoir le mitiger par la diversification de vos investissements. Autre chose, j'entends souvent ça en coaching. Je veux investir en immobilier parce que demain matin, je veux quitter mon travail, je veux être riche. Ce n'est pas de la magie, mes amis. Non. Il faut savoir être patient. La patience et la persévérance, c'est la clé. La patience et la persévérance, je le répète encore. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des gens qui ont tendance, à vouloir le gain rapide tout de suite. Non, on finit par être riche avec l'investissement immobilier, mais ça ne se passe pas du jour au lendemain. Je vous l'ai mentionné, moi, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. 30 ans que je suis là-dedans. Et ce n'est pas le lendemain quand j'ai commencé que j'ai eu mon indépendance financière. Donc, il faut savoir être patient. Il y a des personnes que je connais ont acheté leur premier bien. Dès qu'ils ont vu que ça commence à prendre de la valeur, ils l'ont vendu parce qu'ils voulaient avoir le cash. Non. Il faut savoir être patient, savoir le garder, savoir peut-être aller chercher le refinancement, mais pour acheter d'autres biens. Dès que ça prend un peu de la valeur, on le revend. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit un empire. Pour bâtir un empire, il faut savoir aussi les accumuler et accumuler les profits pour en acheter d'autres. Donc, patience et persévérance, c'est une autre clé. Autre clé dont je vais vous parler, et c'est une clé aussi très importante, c'est l'utilisation de la technologie. L'utilisation de la technologie va vous aider à sauver beaucoup de temps en gestion immobilière. Par exemple, pour faire vos recherches,
Vous n'avez pas besoin de passer de porte en porte, aller voir des immeubles spécifiquement. Il y a des logiciels qui existent, qui peuvent vous aider à faire ces recherches-là du coin de votre ordinateur, même parfois du coin de votre téléphone, faire ces recherches-là. Donc, il faut utiliser la technologie pour faire les recherches. Il faut utiliser la technologie pour cibler qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser la technologie pour faire même les visites virtuelles quand vous avez une propriété que vous voulez louer. Moi, je ne vous cache pas, je ne bouge même pas. Je réussis à faire des visites virtuelles. Il arrive parfois que des locataires insistent pour une visite en personne. Oui, on va le faire, mais j'offre la visite virtuelle. Donc, il y a des technologies qui permettent maintenant de faire la visite virtuelle. Les signatures des baux. Maintenant, les baux, je ne sais pas si vous le savez, sont maintenant électroniques. Donc, plus besoin vraiment de traîner trop de paperasse et ça permet aussi de les retracer facilement parce qu'ils sont électroniques. La chose que j'adore dans l'utilisation de la technologie en gestion immobilière, c'est utiliser la technologie pour automatiser certaines tâches administratives. Par exemple, l'augmentation des loyers qui doit se faire chaque année. Moi, je les ai automatisés. Donc, ça se fait systématiquement l'envoi par courriel. Donc, l'automatisation. Regardez certaines tâches administratives qui sont routinières et automatisez-les. Ça va beaucoup aider à vous dégager du temps. Très important. En vous dégageant du temps, vous avez du temps pour faire autre chose. Autre clé qui est aussi très importante, apprenez à vous connaître vous-même. Oui, apprenez à connaître vos forces et vos faiblesses. Je vais vous parler, moi, de mes forces et de mes faiblesses et comment je le mets au service de l'investissement immobilier. Moi, une de mes forces pour laquelle je suis connue, c'est la négociation. Je suis capable d'aller dénicher des bonnes opportunités et faire de bonnes négociations. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple où j'ai pu aller acheter un immeuble en diminuant son prix de 200 000 $, alors que d'autres faisaient des surenchères. Donc, moi, c'est une de mes forces, la négociation. Aller chercher des bons deals et faire la négociation. C'est quoi maintenant mes limites? Je ne sais pas rénover. Je n'ai jamais cogné un marteau sur un clou de ma vie. Je ne l'ai jamais fait. Il y a la gestion des locataires, les appels des locataires, ma toilette est brisée, mon eau il coule, mon scie a fait ça, mon voisin fait du bruit. Malheureusement, je n'ai pas trop de patience pour ça non plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Ces tâches-là, je les délègue à d'autres personnes. Donc, j'embauche des gens que je paye qui s'occupent de ces tâches-là. Et ça me libère du temps pour consacrer à ce que je sais mieux faire, aller chercher de bonnes opportunités et de négocier. Donc, c'est très important de se connaître soi-même, de connaître ses forces, de tabler sur ses forces, de connaître ses limites et d'aller chercher des personnes qui peuvent compenser nos limites. C'est comme ça qu'on grandit son parc immobilier. Imaginez-vous si vous devez chercher à tout faire vous-même. Il y a 24 heures dans une journée. Et on investit généralement en immobilier parce qu'on veut avoir des revenus passifs. Donc, si vous ne déléguez pas certaines tâches, ça ne devient plus un revenu passif, ça devient un revenu actif. Vous êtes là-dedans corps et âme. Pour ma part, je peux vous dire, j'ai mon emploi aussi à plein temps. Je suis maman également. Je suis aussi une épouse. Donc, je combine tout ça ensemble et je trouve du temps pour des voyages, du loisir. Donc, très important de se connaître ses limites, connaître ses forces et utiliser ses forces pour bâtir son empire immobilier. Le dernier point que je vais vous entretenir avec ce soir, c'est de suivre les tendances. En immobilier, ça va vite. Suivez les tendances en restant informé. Je donne un exemple, par exemple. Dans le dernier budget de 2023 ici au Canada, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises au niveau de l'investissement immobilier. Je ne veux pas tous les nommer ici. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez m'écrire une bosse. Mais je vais juste prendre un exemple ici.
Il y a eu par exemple un moratoire sur l'achat d'immobilier au Canada par des personnes non résidents, donc qui ne sont ni résidents permanents ni citoyens canadiens. C'est un moratoire qui a commencé depuis, je pense, 2023. Le mois ne me vient pas en tête. Donc, il faut suivre les tendances. Donc, il y a d'autres personnes, s'ils ne connaissent pas ça, ils vont faire venir leur argent ou bien ils vont vouloir s'attendre à acheter. Et c'est à la toute dernière minute qu'on va dire, oh, non, vous ne pouvez pas l'acheter parce qu'il y a ce moratoire. Donc, il faut suivre les tendances, les changements qui ont lieu. Ce moratoire, c'est sûr que ça va finir à un moment donné. Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Je n'en sais rien pour le moment. Donc, toujours suivre le marché immobilier parce que les choses changent rapidement. Donc, si je me résume, la clé, la première clé fondamentale, vitale, qui est le premier pas, et sans ça, impossible de bâtir un empire immobilier, c'est le mindset. Le mindset, votre état d'esprit, la façon que vous voyez les obstacles, les défis et la façon que vous utilisez intelligemment la dette. Et j'ai nommé aussi 2 stratégies. Combinez-moi ces stratégies ensemble et je vous garantis que vous aussi, vous pouvez bâtir votre empire immobilier. Ne laissez personne vous faire croire que seulement les riches peuvent avoir l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je suis un exemple. Je suis partie de rien et aujourd'hui, j'ai mon indépendance financière grâce à l'immobilier. Vous aussi, vous pouvez le faire. Je vous demande tout simplement de prendre en considération ces quelques clés que je vous ai dévoilées et j'espère que vous allez écouter et réécouter cette vidéo parce que je vous ai dévoilé beaucoup de clés là-dedans. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure immobilière. Je regarde rapidement dans le chat, voir s'il y a des questions. Merci Edith qui me dit « Tu es une source d'inspiration pour moi, merci ». Je vois Dominique qui dit « Merci ». Prince Duval, « Thank you ». Merci, merci, merci à vous. Merci de votre présence pour ce live. Donc, comme j'ai mentionné, les jeudis, on se donne rendez-vous à la même heure pour discuter des stratégies, des clés qui vont vous aider à bâtir votre empire immobilier. À bientôt.